Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir, analyser un petit peu ce que l'on sait sur la perte du bateau, du navire de guerre, le Moskva, qui était le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Ce que je vous propose, eh bien, ça va être dans un premier temps de regarder un petit peu des caractéristiques techniques, l'armement, tout ça, les missions de ce navire. Ensuite, de voir les opérations pour lesquelles il a été utilisé en Ukraine. Le scénario probable au vu des informations sources ouvertes que nous avons de son attaque par apparemment l'armée ukrainienne, la marine ukrainienne. Quel impact cela va avoir sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et ensuite d'un point de vue historique, s'il y a des cas semblables dans l'histoire avant tout ça. Je vais m'appuyer sur mon expérience d'ancien officier de marine. Moi j'étais spécialiste de l'assaut mer, j'étais formé sur super étendard, donc j'étais tireur d'AM-39. L'AM-39 c'est le missile français anti-navire mis en œuvre par la marine nationale, et je vais rester dans la source ouverte bien sûr pour cette analyse qui commence juste après notre jingle. Touché le 13 avril 2022 au soir, coulé autour du 14 ou 15 avril. Cocassement, c'est exactement 110 ans après le Titanic. Le Titanic qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le navire amiral de la flotte, le Moscow, donc lui, il fait quelle taille? Il fait 186 mètres, il y a à peu près 510 membres d'équipage et il fait 12 500 tonnes. Je pense que ça vous parle pas beaucoup, donc des éléments de comparaison. Une FREMM, les frégates multimissions françaises, ça fait 142 mètres, donc quarantaine de mètres de moins, mais ça fait 6000 tonnes, ça pèse 2 fois moins. Ce qui est important dans la marine, c'est le tonnage. Ensuite, vous avez les Ticonderoga, les très grosses frégates américaines, elles font 172 mètres, donc c'est plus petit également, et elles font 10 000 tonnes. Donc vous voyez, le navire russe, il est quand même 20% plus lourd. Le tonnage, c'est important. On parle même de tonnage global pour une marine, pour avoir une idée de sa puissance militaire. Pour la petite histoire, bien, il a été lancé à Mykolaïev, donc il est de fabrication territoire ukrainien à la base, en 76. Et il est sorti en 1983, ce navire de guerre. Il a été renommé. Il a été renommé en 1995 Moscou, après la chute de l'URSS, parce qu'au début, il s'appelait Slava, c'est la catégorie Slava. Il y a eu 3 navires un petit peu comme ça qui ont été fabriqués, et Slava, cela veut dire gloire. D'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qu'il a connu ce navire? En 2008, la Géorgie, ensuite en 2014, la Crimée, en 2015, il a été basé devant la base de l'Attaqué, c'est en Syrie, et ensuite à partir du 21 novembre 2015, il y a eu des fortes tensions suite à la destruction par un F-16 d'un Sukhoi 24 russe, et il a été mis à la frontière avec la Turquie, entre la Syrie et la Turquie à ce moment-là. Donc l'objectif principal, la force principale de ce navire, elle est double. Dans un premier temps, c'est sa capacité avec ses missiles P-1000 de guerre, de lutte anti-surface. La lutte anti-surface, la LAS, lutte anti-surface, c'est pour attaquer d'autres navires. Avec ces fameux missiles P-1000, qui sont la version modifiée, améliorée des P-500, vous êtes quand même sur des missiles, alors c'est ce qu'on voit là à l'extérieur, l'espèce de silo là sous 45 degrés. Ça fait 4 tonnes 8 lors du départ, ça a une portée d'environ 250 nautiques et ça, c'est censé pouvoir couler un navire. C'est très russe de les stocker comme ça sur l'extérieur, ça pose forcément des soucis en cas d'attaque du bateau par l'extérieur. Vous avez donc tous ces missiles qui font quasi 5 tonnes à chaque fois avec leur combustible et leur charge militaire. Donc à côté de cette capacité de lutte anti-surface, vous avez une capacité anti-aérienne qui est un petit peu le point fort des Slavas, avec du missile S-300F. Le F c'est pour flotte, ça veut dire fleet, c'est sa version navale, qui date de 1984, qui a une portée, ça dépend exactement quelle version ils ont, mais d'environ une centaine de kilomètres on va dire, qui a une capacité d'engagement à partir de 25 mètres au niveau du sol,
Et après, pour l'autoprotection plus du navire, vous avez l'OSA-M. L'OSA, c'est le Gecko, en fait, le SA-8. La version navalisée, là, ça remonte, c'est un peu plus ancien. Hein. On est dans la technologie des années 80 encore. Et vous avez une capacité d'engagement. Encore une fois, ça dépend exactement quel missile ils avaient à bord. Mais vous êtes aux alentours de moins de 10 km et au-dessus de 50 mètres d'altitude pour les versions les plus anciennes. Hein. Là, on est même plutôt dans la technologie des années 70. Pour les versions plus modernes, vous pouvez engager avec votre OSA-M jusqu'à à peu près une quinzaine de kilomètres et descendre jusqu'à une dizaine de mètres du sol. Si on se rapproche encore du bâtiment, ils ont ce qu'on appelle en anglais les CIWS. Les CIWS, c'est Close-in Weapons System, qui sont en fait des sortes de Gatling. Donc vous avez 6 tubes de 30 mm, ça a une capacité de feu qui est très très forte, hein, 83 coups par seconde, et ça c'est censé attaquer un missile qui arriverait en très courte finale. Donc dans un premier temps, capacité offensive avec les P1000 contre des bateaux, capacité offensive contre des avions, respecter un grand espace aérien avec les S-300F, et c'est là-dessus qu'ils ont été utilisés en Géorgie, en Syrie, au large de la Turquie, pour justement empêcher l'utilisation d'espace aérien par un pays adverse. Et ensuite, si on doit se rapprocher de lui, si on passe trop près pour un engagement S-300, vous allez avoir donc le dérivé du Gecko, le OSAM, et si vous êtes encore plus près, vous avez cette Gatling qui est censée vous intercepter. Il a également 2-3 autres systèmes, notamment des systèmes anti-sous-marins, mais ce n'est pas voilà, sa spécialité, sa vocation première à ce navire. Alors avoir de l'armement c'est très bien, les senseurs c'est mieux. Pourquoi est-ce que les senseurs c'est indispensable? Eh bien tout simplement parce que sans détection, sans information, vos missiles servent absolument à rien. Que vous souhaitiez mettre en œuvre le SAN-6 Grumble, que vous souhaitiez mettre en œuvre le Basalt, hein, donc les P500 ou les P1000, que vous souhaitez mettre en œuvre le S300, eh bien, il va vous falloir pouvoir désigner la cible. Et c'est là où vous avez différents systèmes. Vous avez pour la navigation le système Palmfront. Alors lui, d'un point de vue tactique, c'est pas trop opérationnel pour ce qui nous intéresse, la lutter contre des missiles. Mais vous avez après des radars de recherche 3 dimensions. Vous avez le Vodskok, hein, qu'on appelle le top pair, et vous avez la frégate MR710, le top steer. Avoir à noter que l'un est derrière l'autre, donc vous avez une vue à 360 degrés dans un monde optimal avec un radar de charge 3D, hein, ça tourne, mais vous pouvez avoir des angles morts. Et quand vous avez de la mâture devant, forcément, ça fait des angles morts. Et pour éviter les angles morts, généralement, votre bateau, il va naviguer, il va bouger, ce qui lui permet de scanner en permanence partout. Une fois que vous avez détecté un avion, un missile, avec ces radars de recherche 3D, vous allez utiliser vos radars de contrôle de tir, donc le Top Dome pour le SAN-6, le Pop Group pour le SAN-4, et alors oui, le SAN-6 c'est le S300, et le SAN-4 c'est le Gecko, c'est l'OSA. Donc il y a plein de termes différents, je m'en excuse, mais on va faire simple. En gros, vous avez le missile pour aller très loin, vous avez le missile pour aller moins loin, et après vous avez le canon pour intercepter devant. Dans tous les cas, vous détectez avec un radar de veille 3D, vous devez faire attention à ce qu'il n'y ait pas de masque hein, avec votre mâture. Ensuite, une fois que vous l'avez détecté, vous dites à votre radar de conduite de tir, accroche-moi ça et guide mon missile vers ça. Donc c'est un travail collaboratif entre ces différents radars, ça demande du travail, et une fois que, avec ce type d'armement, vous êtes engagé sur un de ces missiles, sur une cible, c'est difficile, voire impossible de s'intéresser au reste. Alors en permanence, vous avez normalement votre radar de recherche 3D, mais ça peut être compliqué d'engager une cible d'un côté et une autre cible à 180 degrés, par exemple, avec certaines technologies, et je crois que c'était le coup du Moscou. Alors en Ukraine, il était utilisé pour quoi ce navire? Il a fait parler au tout début de la guerre, lorsqu'il y a eu l'attaque sur l'îlot Serpent. L'îlot Serpent qui est du côté de la Roumanie, qui est assez stratégique, hein, forcément, pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe, tout ce qui remonte vers Odessa, avec les fameux gardes-côtes, 13 personnes qui auraient répondu au commandant du Moscou, en gros, allez vous faire... Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont même fait un timbre qui est sorti 2 jours avant l'attaque, vous parlez d'un timing, et à partir de là, ils ont principalement patrouillé entre Sébastopol et l'îlot Serpent, plutôt côté îlot Serpent, puisque là on apprend de source ouverte qu'ils ont été touchés à 50 nautiques de la côte, hein, donc c'est quand même assez loin, plus de 70 km, à 80 nautiques d'Odessa. Donc vraiment dans une position qui va les mettre en protection aérienne, qui va éviter que des avions arrivant de Roumanie ou arrivant vraiment de la partie nord-ouest ou purement ouest du pays puissent couper, aller vers Sébastopol, vraiment en protection de la Crimée, j'ai envie de dire, et en denial, donc en empêcher tout le monde de remonter, d'utiliser la mer. Ça fait une sorte de mer intérieure là, entre Odessa et Sébastopol, et eux,
s'étaient placés à une position qui leur permet avec leur S-300 voilà, d'engager le terrain et d'empêcher à des avions non alliés de venir se mettre en œuvre au-dessus de la mer. D'ailleurs, on a vu des images de Sukhoi 34 hein, qui revenaient de raid et qui passaient au-dessus de la mer, donc dans la bulle d'engagement probablement, dans la bulle de protection également de ce navire. Maintenant, d'un point de vue opération en Ukraine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était le navire amiral, le plus gros navire russe dans la mer Noire et qu'ils ne pourront pas en faire rentrer d'autres. Pourquoi ils ne pourront pas en faire rentrer d'autres? Parce que les Turcs, qui ont le détroit du Bosphore et des Dardanelles, et qui ont depuis 1936 la convention de Montreux, ont annoncé le 28 février dernier eh bien qu'ils fermaient le passage. Hein, pour rentrer en mer Noire, il faut passer par ces détroits contrôlés par les Turcs. Donc les Turcs ne laisseront passer personne, sinon c'est la guerre avec les Turcs. Et il va donc être impossible pour les Russes de récupérer plus de navires en mer Noire. Donc à l'heure actuelle, ils ont perdu leur plus gros navire, leur gros navire anti-aérien si l'on peut dire, en mer Noire. Un point intéressant quand même à noter, c'est qu'on voit les images de 60 minutes qui ont été tournées alors qu'il était au large de la Syrie il y a quelques années. On a vu dans un reportage américain, mais également dans les images satellites, il semblerait que ce navire était très souvent à l'arrêt. Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Parce que comme je vous disais, si vous êtes à l'arrêt, vous n'allez pas pouvoir naviguer comme vous le voulez, vous n'allez pas pouvoir tourner le navire comme vous voulez, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre cap pour le volume de détection et le volume d'engagement de vos armes. Donc ça va vous permettre d'économiser du pétrole, ça il n'y a pas de souci, mais ça va vous rendre beaucoup plus vulnérable. Il faut savoir que pour pouvoir naviguer, bouger comme on veut, il faut généralement que les navires avancent à, on va dire, à partir de 5 km/h, ça dépend des navires. Mais un peu comme les requins qui ne s'arrêtent jamais, normalement les navires de guerre, vous voulez vous déplacer un petit peu en permanence, ce qui rend également votre attaque plus compliquée, mais ce qui vous permet voilà, de faire face à n'importe quelle menace extrêmement rapidement. Si dès que vous détectez une menace, vous devez commencer à accélérer pour après manœuvrer, ces secondes peuvent vous coûter cher et nous allons en parler dans quelques minutes. Alors que sait-on de cette attaque du 13 avril 2022? Nous savons qu'ils ont utilisé, les Ukrainiens, un drone TB2 qui est arrivé dans l'armée, dans la marine ukrainienne à partir de 2021. Pourquoi est-ce que vous voulez des drones dans la marine? Pour faire de la surveillance, pour pouvoir détecter grâce aux boules électroniques, s'assurer quel type de navires sont au large de vos côtes, mais également pour faire du guidage de batteries côtières. Les batteries côtières sont des systèmes, des missiles qui sont généralement véhiculés sur des camions pour être plus mobiles et ne pas se faire attaquer, et qui vont vous permettre, eh bien, si vous avez une information de position adverse, de tirer un missile vers une position inertielle. Votre missile va partir initialement vers cette position inertielle. Donc une position inertielle, c'est quoi? C'est des dates longues, des coordonnées, il part vers là, et à une certaine distance programmée à l'avance, votre missile va ouvrir un radar qui est situé à l'avant du missile et il va chercher par lui-même la cible. Et fonction de critères de recherche, d'emploi, de réglage, tout ça, il va venir détecter des bateaux, se dire tiens bah, c'est celui-là ma cible parce qu'on m'avait dit qu'il était à tel cap, telle vitesse, telle position, ou du coup parce qu'on m'a dit qu'il était là, qu'il bougeait pas, et il va aller dessus. En suivant une trajectoire prédéfinie, éventuellement en faisant des choses pour essayer de déjouer les défenses adverses, et après il va venir essayer de taper là où on lui a demandé de taper. Quand vous voulez attaquer un bateau, vous pouvez essayer soit de taper par exemple les mâtures, de taper les missiles à l'extérieur, de taper la ligne de flottaison. Ça dépend des missiles, ça dépend des réglages, et puis après ça marche ou ça marche pas, mais généralement ce sont des choses qu'on peut faire, qu'on peut régler à l'avance. Et en parlant de missiles, eh bien les Russes ont fabriqué le Kh-35, qui est un peu l'équivalent de l'Exocet, hein, l'AM-39 ou le MM-40. L'M39 Air-Mer c'est tiré depuis un avion, MM c'est tiré depuis un bateau mer-mer, mais le Kh-35 c'est un peu cet équivalent-là. On est sur des missiles qui font plusieurs mètres de long, 40 cm de largeur, à peu près dans les 600 kg. Et la nouvelle version ukrainienne, c'est le fameux Neptune. Le Neptune qui a fait ses premiers essais en 2021, qui peut être tiré depuis la Terre, qui a donc un propulseur supplémentaire pour vraiment faire cette accélération initiale, et après qui se déplace comme un missile anti-maritime, type Harpoon, type M39. Donc nous sommes sur du subsonique, sea skimming, donc qui vole juste au-dessus de la scie, qui lèche les flots et qui va se mettre à très basse altitude et fonction des conditions météo va adapter son altitude de vol de manière après à attaquer l'adversaire. Les Ukrainiens ont annoncé avoir tiré 2 de ces missiles, ce qui est le mieux, hein, vous voulez souvent les tirer à plusieurs pour gêner les défenses adverses et pour créer une saturation sur un axe ou sur différents axes. Et d'après les informations sources ouvertes que nous avons, c'est bien le TB2 qui a fait cette désignation. Donc reprenons les choses dans l'ordre.
Dans un premier temps, pour attaquer un bateau, il faut savoir où il se trouve. Pour savoir où il se trouve, les sources ouvertes nous montrent avec des images satellites qu'il a un pattern, qu'il a une habitude de toujours patrouiller plus ou moins dans la même zone, comme on le disait, à une cinquantaine de nautiques de la côte, à peu près 80 nautiques d'Odessa. Donc ça vous donne une pastille, vous savez que le bateau se trouve plus ou moins là. Et si en plus les Américains fournissent la dernière image satellite ou autre, ou de guerre électronique, hein, parce que s'il a ses radars allumés, vous savez exactement où il est, ça vous permet de savoir où il se trouve. Ensuite, vous allez, parce que je pense qu'il faisait nuit, sortir vos batteries, vous allez envoyer votre TB2 en amont, le TB2 va sûrement être détecté, vous allez essayer de le faire manœuvrer pour pas qu'il soit engagé par le bateau, donc vous allez rester un peu à distance, de préférence il fait nuit, des conditions météo qui vous permettent de détecter le bateau, soit grâce à de la guerre électronique, je ne sais pas s'ils en ont sur le TB2, soit de manière optique, en faisant descendre le TB2 sous la couche de nuages. Vous allez pouvoir prendre la dernière position du bateau, la communiquer à votre personnel qui gère le Neptune, mettre tout ça dans le Neptune, mettre en œuvre les batteries côtières, donc faire tirer vos deux Neptunes, de préférence quasiment en même temps, de nuit. Alors, le cas idéal, c'est vraiment quand tout le monde est fatigué tard le soir, mais bon, après ça, il s'adapte. Et là ensuite, eh bien, vous allez essayer de les faire arriver avec un angle très différent de la position du TB2. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, si le navire de guerre essaye d'abattre le TB2, peut-être que ses conduites de tir sont en train de regarder le TB2. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne voit plus rien de l'autre côté. Ça veut dire qu'avec la veille 3D, il a peut-être détecté le TB2, il a peut-être mis ses radars de guidage de tir vers le TB2, et ça va leur prendre plus de temps, du coup, s'ils se rendent compte, grâce à la veille 3D, que des missiles arrivent de l'autre côté, pour tourner leur radar de tir et intercepter, essayer de tirer sur ces choses-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la temporalité. Au vu de la distance de la Terre, il y a plusieurs minutes de temps de vol pour ces missiles Neptune. S'il y a 50 nautiques, on va dire à 80 nautiques, ils sont à vitesse subsonique. Vitesse subsonique, ils vont faire du 8-9 nautiques minutes. Vous voyez, en gros, on est sur du 10 minutes de temps de vol. Grosso modo, 10 minutes de temps de vol. Si avant de tirer, vos batteries côtières, elles allument leur radar pour essayer de recaler la position du bateau, le bateau va être prévenu. Il va dire, oula, on est éclairé par du radar de batterie côtière, il risque de passer au poste de combat, parce que je pense pas que depuis fin février, il soit au poste de combat sur le bateau, ça fatigue l'équipage. Ils vont pouvoir se préparer, chercher, commencer à accélérer, bouger, manœuvrer et faire attention. Également, pourquoi pas utiliser leur brouilleur, parce qu'ils ont également normalement des brouilleurs et du leurrage à bord, et se rendre beaucoup plus difficile à attaquer. Si vous êtes malin, ce que vous faites, c'est apparemment ce qu'ils ont fait, et je reprends encore des sources ouvertes, c'est qu'ils ont utilisé le drone pour donner la position, et comme ça ils ont pu tirer leurs missiles sans jamais allumer la batterie côtière, les radars des batteries côtières. Ce qui veut donc dire que vous êtes sur le bateau, vous avez un drone qui vous embête, donc il y a le truc qui vous embête d'un côté, et d'un coup vous détectez l'ouverture des autodirecteurs des missiles Neptune. C'est-à-dire que vous avez leur guidage, je vous ai dit leur petit radar qui s'allume, sauf que là, vous n'avez pas 10 minutes de préavis. Là, qu'au moment où il s'allume sur la phase terminale de vol. Je n'ai pas les distances sur Neptune, je ne vais pas tirer Neptune et ça serait classifié. Mais on parle au maximum, je ne sais pas, grand maximum de minutes. Vous vous doutez bien qu'un petit radar, il ne va pas s'allumer à 30 km. Le petit radar, il s'allume en phase assez finale. Donc, vous vous retrouvez avec un délai pour détecter le missile, l'accrocher, le tirer extrêmement court. Vous êtes probablement déjà trop proche pour pouvoir mettre en œuvre votre S-300. Il vous reste alors l'OSAM. L'OSAM, on a dit que certaines versions, elles n'aiment pas tirer en dessous de 50 mètres. Donc si vous avez en plus l'ancienne version de l'OSAM, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Et après, derrière, il vous reste votre AK-630, le Seawiz. Et là, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Mais si nous regardons historiquement, et c'est très important toujours de regarder ce que nous apprend l'histoire, eh bien, nous savons qu'il y a un paquet d'années, il y a là le bateau, la frégate, le Muson, qui est une classe Nanushka, qui était équipé exactement de ces OSAM, qui était équipé également de AK-630, donc ils n'avaient pas le S-300, mais encore une fois, je lui ai dit, si on détecte tard, c'est trop tard. Ils avaient donc l'OSAM et l'AK, et ils se sont fait tirer dessus et couler par une cible d'entraînement, par un missile d'entraînement, le RM-15M, en mer du Japon. Ils ont eu 39 morts, il y a eu 37 survivants, mais alors qu'ils ont essayé d'engager cette cible d'entraînement, eh bien, ils ont apparemment touché avec un des missiles, mais c'est pas sûr. Certains disent que la cible a fait plein de bois sur le bateau, d'autres disent que un des missiles, ils ont tiré 2 missiles, après ils ont tiré dessus avec la Gatling. Eh bien, certains disent que
le missile d'entraînement a été touché et dévié à taper le bateau, d'autres disent qu'il a tapé le bateau directement. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas, et vous n'aurez jamais, avec de l'armement, 100% d'interception assurée. Et ça, c'est très important de le comprendre. Vous pouvez avoir le bateau le plus moderne du monde, quelqu'un qui vous dit « notre armement, il marche à 100%, il ne sait pas de quoi il parle. » Voilà, aussi simple que ça. Pour plein de raisons, on pourra en parler pendant des heures, vous ne pouvez pas garantir 100% d'efficacité. C'est pour ça souvent qu'on va en tirer plusieurs, pour ça qu'ils ont tiré 2 Neptune accessoirement. Et si vous regardez même dans les missiles RR, les statistiques de la guerre du Vietnam, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, regardez le pourcentage de réussite des AIM-7 Sparrow au Vietnam. Je vous laisse chercher parce que vous n'allez pas me croire sinon, mettez-les dans les commentaires, vous verrez, c'est incroyablement faible. Bref, donc, TB2. Position vers les batteries côtières qui rentrent l'information, qui tirent leur Neptune de manière discrète. Le TB2 qui embête le bateau, s'il l'a détecté. Derrière, vous avez probablement sur un autre axe l'arrivée des missiles. Missiles qui s'allument au dernier moment, qui, s'ils sont très modernes, ont été réfléchis, intellectualisés pour se réussir à déjouer des systèmes des années 70-80, font leur manœuvre, arrivent, impactent, et là, eh ben, ça reste des petits missiles. Ça reste des petits missiles avec des petites charges militaires. On est quand même sur des missiles qui font 500 kg. C'est pas monstrueux face à un bateau de 12 tonnes. Et là, le talon d'Achille de ce gros navire, c'est justement d'avoir tout cet armement à l'extérieur. Et si ça a tapé au niveau eh bien, d'un P1000, vous doutez bien que entre le combustible et l'explosif qui est dessus, ça peut avoir d'énormes conséquences. C'est pour ça que la première déclaration russe était « nous avons eu en gros une explosion à cause du stockage des munitions ». Vous rappeler le Kursk également accessoirement. À partir de là, le bateau est endommagé. Un bateau, il faut lutter contre l'incendie, c'est très très dangereux. S'ils n'ont pas réussi à contenir l'incendie, ordre d'évacuation. Derrière, vous vous retrouvez avec un bateau qui a plus ou moins brûlé, qui se fait remorquer et apparemment il y avait un peu de mer, le bateau a coulé. Les informations météo que j'ai, c'est que la mer était quand même assez calme, à 2 mètres, qu'il y avait effectivement un peu de météo en mer, mais rien de foufou non plus. Forcément, réponse des Russes derrière. J'en avais parlé quand j'étais passé à BFM TV. C'est pas parce que les Russes se sont retirés des faubourgs de Kiev qu'ils n'ont plus la capacité à y envoyer des missiles. Et ça n'a pas loupé. Ils ont fait des frappes, notamment des frappes qui venaient également de d'autres navires en mer. Et ils ont tapé apparemment l'usine de fabrication des missiles, c'est leur propre déclaration, des missiles ukrainiens. Et ce qui fait que je fais cette vidéo, je pense que ça boucle la boucle sur le pourquoi du comment ce bateau a été coulé. Maintenant, quel autre impact est-ce que ça va avoir? Je pense c'est un acte de guerre, un fait de guerre qui risque d'être énormément étudié. Et je pense que ça va relancer les débats sur la vulnérabilité des navires à la mer. Et là, il ne faut pas se tromper. Il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que un navire, pour pouvoir se défendre de missiles de croisière, enfin de missiles anti-navires, l'équipage doit être parfaitement entraîné et l'équipage doit disposer d'un matériel très haut de gamme face à on va dire, du matériel moderne. Vous vous rappelez quand je vous expliquais que dès qu'on invente une défense, eh bien, il y a une nouvelle attaque, nouvelle défense, nouvelle attaque, nouvelle défense. Si on est sur la technologie des années 2021 contre des défenses des années 90, 80-90, même 70 hein, pour l'OSA, forcément ça peut poser des soucis parce que les ingénieurs ont réfléchi à comment déjouer vos défenses. Défenses qu'ils connaissent très bien puisqu'encore une fois c'est du matériel qui a été fabriqué en Ukraine. Donc là on est vraiment dans le pire cas si on peut dire pour le navire amiral, l'ancien navire amiral de la flotte russe. Pour ce qui est de la vulnérabilité des porte-avions ou autres, et là c'est un point important, il semblerait d'après les images que le navire russe était seul. On pourrait parler de doctrine maritime toute la journée, c'est pas forcément une situation d'avenir de mettre votre navire tout seul. Et une des raisons, c'est justement ces volumes d'engagement, ces volumes de détection. Vous êtes mieux à avoir des flottes. Prenez la marine française, Task Force 473, porte-avions Charles de Gaulle, des frégates autour, tout ça a des formations qui bougent en fonction de la situation, mais c'est la base du combat, du mutuel support, le support mutuel. Nous avons tous des zones d'ombre, le fait d'avoir un autre navire, ça nous permet eh bien, de détecter, d'avoir d'autres radars qui regardent dans cette zone d'ombre. Donc ça, c'est des choses importantes et je pense que ça ressortira à froid après le conflit, après des analyses de la part d'historiens ou d'autres spécialistes maritimes. Petit point historique que je veux partager pour finir. Désolé, je suis long aujourd'hui, mais je me suis levé tôt, et donc c'est plus dur. J'ai essayé de préparer ma prise de parole là, depuis quelques heures, mais je me suis quand même levé tôt. Donc c'est pas facile. Premier navire amiral coulé pour les Russes
depuis 1905 où les Russes se sont battus contre les Japonais, ont perdu la guerre contre les Japonais, ils s'étaient fait couler le Kniaz. Dernier navire russe touché, c'était en 1941, c'était le Marat, et beaucoup de personnes se sont dit « Ah, ça ressemble un petit peu au général Belgrado ». Général Belgrado qui a été coulé le 2 mai 82 par un sous-marin anglais, qui était un navire argentin, qui avait un gros navire avec un fort tonnage également, mais c'était pas un sous-marin. Si vous pensez attaque RR, on pense plutôt au Sheffield. Le Sheffield qui a été coulé par un AM-39, qui est l'équivalent français un peu du KH-35 dont est dérivé le Neptune, tiré par des étendards. Et à partir de ce moment-là, je voudrais juste vous repréciser, le Sheffield, c'est 4800 tonnes, 125 mètres de long, et il a également coulé en étant remorqué. Après, derrière, ils n'ont pas réussi à le ramener au quai. Ça avait fait 20 morts. Je vous ai parlé du Muson qui a été coulé par un RM-15M, donc on voit que les défenses, c'est pas forcément magique. On parlait du tractage, les Russes ont donc, comme le Sheffield, perdu leur navire lors du remorquage. Eh bien, l'USS Oklahoma, qui avait été coulé lors de l'attaque de Pearl Harbor, qui a été renfloué, qui ensuite a été décommissionné et qui a été tracté le 17 mai 1947, retour vers Hawaï. Eh bien, il y avait 2 remorqueurs qui l'amenaient et il s'est mis à couler dans une petite tempête. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des remorqueurs, alors que le bateau coulait, il a été tiré vers l'arrière à plus de 15 nœuds et ils ont coupé la ligne un petit peu au dernier moment, ce qui a permis au remorqueur de ne pas couler également. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'un navire coule lors de son remorquage. C'est arrivé à l'USS Oklahoma en 1947, navire de guerre. C'est arrivé également au Sheffield pendant la guerre des Malouines, après avoir été touché par un AM-39. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé. En résumé, gros navire des années 80 avec du S-300 qui était sa mission principale, protection de l'espace aérien pour un engagement plutôt au-dessus d'une certaine hauteur quand même, et à longue portée plusieurs dizaines de kilomètres. Il était placé à un endroit tactiquement intelligent pour protéger toute cette partie de la mer Noire. Sa perte va donc amener un trou capacitaire en termes de protection de l'espace aérien dans la mer Noire. Il ne va pas pouvoir être remplacé par un autre navire parce que les Turcs ont fermé les Dardanelles, le Bosphore. Face à un missile probablement guidé par des informations venant du TB2, eh bien, ils ont eu probablement un temps de détection, un préavis de détection très court, où ils ont sûrement pas eu le temps de mettre en œuvre du S-300, se sont retrouvés à essayer de mettre en œuvre le SA-8, mais qui, si c'est pas la dernière version, n'engage pas très bien à très basse altitude. Il restait la défense avec le rideau de fer, qui a déjà montré, on l'a vu par le passé, ses limites. Ce n'est pas magique. Derrière, eh bien, je pense que les historiens et les analystes militaires spécialisés de la région pourront nous en apprendre plus après le conflit. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et d'ici là, fly safe.